Salut tout le monde, bienvenue au Balado, le podcast des Alouettes de Montréal. Mon nom est Joey Alfieri. Je suis en direct de Saint-Jérôme pour le camp d'entraînement des Alouettes. Écoute, c'est vendredi matin, juste avant la pratique, les deux pratiques de vendredi en fait. Et j'en ai pas manqué une à date. Donc, j'ai vu chaque jeu, chaque tracé couru, chaque plaqué, chaque bottée de dégagement. J'ai tout vu à date et écoute, j'ai hâte de voir. Oui, c'est le fun. On a une couple de pratiques à date qui ont été avec épaulettes, mais j'ai hâte de voir le match intra-équipe qui aura lieu à Saint-Jérôme samedi, ce qui est demain à 16h40, donc 5h moins 20. C'est gratuit, ouvert au public. Et le tailgate d'avant-match commence à 14h30 au centre sportif Claude Beaulieu. Donc, soyez parmi nous parce que les joueurs, évidemment, vont être là et ils vont avoir droit ils vont avoir droit à plaquer leur adversaire, leur propre coéquipier. Donc, ça devrait être le fun. Donc, ce balado est présenté tout au long du camp d'entraînement par Poulet Rouge Saint-Jérôme, 900 Boulevard Grignon, porte 4. C'est situé dans le Carrefour du Nord. Écoute, Poulet Rouge, j'adore le Poulet Rouge. Je vais vous mentionner un petit secret aussi. Plusieurs joueurs fréquentent les Poulets Rouges tout à travers la province, mais ici à Saint-Jérôme, je vous confirme que si vous allez au Poulet Rouge Carrefour du Nord, vous allez sûrement voir des joueurs des Alouettes manger parce que, écoute, c'est des gros repas à bon prix et c'est santé aussi. Les bols de poulet sont absolument incroyables. Donc, encore une fois, allez visiter le Poulet Rouge Carrefour du Nord qui est situé au 900 Boulevard Grignon, porte 4 à Saint-Jérôme. OK. Alors, tout au long du camp d'entraînement à date, j'ai plein de partisans des Alouettes qui m'envoient des messages pour me dire hey, c'est qui les nouveaux venus qui ont des chances de faire le club. Et on va parler des demi-offensifs, les running backs aujourd'hui sur le balado. Et on va avoir un invité spécial. C'est pas un demi-offensif, mais c'est un joueur qui bloque pour les demi-offensifs. C'est P.O. Lestage, le garde à gauche des Alouettes de Montréal. Donc, on va parler à P.O. Dans une couple de minutes, mais je voulais juste faire le tour de cette position-là. Tu sais, la position de demi-offensif, position extrêmement importante. Si vous avez visité le site des Alouettes hier, vous allez sûrement remarquer, excuse-moi, que mon article, mes notes du camp hier étaient sur cette bataille-là qui est entre plusieurs joueurs. Mais c'est juste en parlant à l'entraîneur des demi, Dave Jackson, et à certains joueurs de cette position-là, c'est toute une bataille, mais c'est drôle parce que il y a tout de même le coach le souligné. Il a dit que oui, c'est une bataille, mais tout le monde est en train de travailler fort, mais en mode respect. Tu sais, tout le monde, tu sais, hier, pour vous donner une idée, je vais vous donner c'est pas un scoop, mais tu sais, je vais vous amener dans les coulisses. Moi, à l'heure du dîner, on est dans une salle où tout le monde mange ensemble, mais moi, à côté de moi, j'avais Walter Fletcher et en face de moi, j'avais Joshua Nantui. Tu sais, c'est des grands amis, mais ils sont en compétition en ce moment. Donc, tout est fait dans le respect que je trouve intéressant et c'est pas nécessairement toujours le cas. Plus tôt cette semaine, Jason Moss, je pense que c'était lundi, Jason Moss avait mentionné que c'est une compétition ouverte. Donc, tu sais, ils savaient pas si ça allait être un joueur partant canadien, si ça allait être un joueur partant américain. Tu sais, ils sont vraiment ouverts à tout. Ils veulent voir le meilleur joueur jouer. Donc, si c'est un Canadien, ça va être un Canadien. Si c'est un Américain, ça va être un Américain. Donc, tu sais, on sait pas qui va être le partant. Et quand tu as juste deux pratiques après 6 jours du camp d'entraînement avec épaulette, on va avoir la troisième ici aujourd'hui, vendredi. Tu sais, c'est difficile à évaluer certaines positions et celle-là, c'en est une.
Mais plus tôt dans la semaine, je pense que c'était mercredi matin, les Alouettes ont coupé 10 joueurs, ont retranché 10 joueurs de leur formation. Et il y avait deux running backs dans les 10 joueurs. Il y avait Charles McClellan de l'Université de Cincinnati et il y avait Marcus Williams Jr. Donc, tu sais, c'est deux joueurs que les attentes étaient élevées. Ils ont même pas, ils ont quand même bien paru. Mais le niveau de compétition est tellement élevé que c'est ces deux-là qui ont été retranchés de la formation. Donc, qu'est-ce qui reste? Qui est en tête pour occuper ce poste-là? Tu sais, on se cachera pas que la perte de William Stanback, tu sais, c'est une grosse perte, mais en même temps, tu sais, je pense que c'est plus les Alouettes qui ont décidé, tu sais, de ce qu'on comprend, de ce qui a été dit dans les médias. Tu sais, c'est pas les Alouettes qui voulaient se débarrasser de Stanback, mais c'est une situation où tu peux ramener un vétéran qui va coûter quand même cher, ou tu peux aller avec un peu de jeunesse et tu peux aller avec un joueur qui va sûrement coûter moins cher. Et si, évidemment, on le sait que les règles de la Ligue canadienne de football nous obligent, et toutes les équipes de la Ligue doivent utiliser 7 partants canadiens en tout temps. Donc, tu sais, pour les Alouettes, moi, je pensais que ça allait être 3 joueurs de ligne à l'attaque, 2 receveurs. Et je pense que ça va être ça. Mais là, tu as le potentiel d'avoir un 6e en attaque. Et tu peux en utiliser juste un en défensive si tu veux pour franchir le 7. Donc, tu sais, c'est sûr que Marc-Antoine Dequoy va être partant. C'est clair. Isaac Adeyemi-Berglund sera partant comme ailier défensif. Tu sais, de ce qu'on voit pendant les pratiques. Mais c'est possible aussi que Tyrell Richards ou Jeffrey Quentin-Arcou deviennent partants aussi. Là, tu sais. Donc, c'est entièrement possible qu'avec ton meilleur alignement, tu as 9 partants canadiens au lieu de 7. Donc, et on a vu cette année, l'an passé, excuse-moi, il y avait un nouveau règlement où les équipes qui utilisent le plus de Canadiens obtiennent un choix de 2e ronde en plus. Donc, cette année, en fin de 2e ronde, vous avez sûrement remarqué que les Blue Bombers de Winnipeg et les Lions de la Colombie-Britannique ont tous les deux eu des choix en 2e ronde supplémentaires. Et ça, c'est parce qu'ils ont joué avec plus de Canadiens. Donc, si ton meilleur alignement comprend 9 Canadiens partant au lieu de 7, ça rend les choses intéressantes parce que tu peux obtenir un choix de 2e ronde en plus pour ajouter à cette profondeur-là. Donc, écoute, moi, je suis vraiment intéressé de voir. Tu sais, c'est sûr qu'il reste 2 matchs préparatoires, un match intra-équipe et plein de pratiques. Donc, tu sais, on n'est pas rendu là encore nécessairement. Mais juste pour vous dire que c'est clairement une compétition ouverte. Walter Fletcher, c'est un joueur qui a été acquis des Hawks d'Edmonton en 2022. Et je pense qu'on a vu son potentiel. Pas nécessairement le demi-offensif le plus gros ou le plus costaud, mais c'est quand même un gars qui a démontré qu'il peut réussir des gros jeux, peut attraper le ballon hors du champ arrière aussi. C'est un gars qui peut être utilisé comme dépanneur pour Cody Fajardo si tous les receveurs sont couverts ou si la défensive amène de la pression. Très bon, très explosif avec le ballon entre les deux mains. Là, ce qui est intéressant dans tout ça, et je vais vous expliquer pourquoi je commence avec Fletcher, c'est lui qui a eu la majorité des répétitions avec l'attaque partante à date, mais aussi je vais parler jeudi et il m'avait dit que bloquer pour le quart arrière est très important dans le système de Jason Moss. C'est pour ça qu'on voit, on a vu l'an passé avec James Stock, le centre arrière est très utile dans ce système offensif aussi parce que on veut être sûr que Cody a le temps de lancer les ballons profonds dans les zones profondes. Donc, c'est sûr que le demi-offensif aussi, il va falloir qu'il bloque. Les secondaires qui rentrent avec le blitz de l'équipe adverse, c'est sûr qu'à un certain point, le demi-offensif doit être assez fort, assez solide sur ses pieds pour bloquer un secondaire, un joueur de ligne défensive. C'est sûr qu'il va falloir qu'il aide dans le jeu aérien.
Donc, tu sais, je pense que les partisans, et même moi, quand je pense à une bataille de demi-offensif, OK, ça va être le joueur qui est le plus explosif avec le ballon dans les mains. Ça va être le joueur qui est capable de courir le mieux avec le ballon. Et oui, ces choses-là sont importantes. Mais ce que Dave Jackson, l'entraîneur des demi, m'a confié hier, il dit le plus important, numéro un, c'est être capable de bloquer. C'est ça qui est le plus important dans cette attaque-là pour un demi-offensif. Donc, le porteur de ballon le plus explosif, c'est incroyable, c'est très bon d'avoir ça. Mais si ce joueur-là n'est pas capable de bloquer et donner une demi-seconde de plus à Cody Fajardo pour décocher une passe, ce joueur-là ne jouera pas en attaque, c'est clair. C'est clair, c'est net et c'est précis, je vous confirme. Donc, dans le cas de Walter Fletcher, c'est sûr que lui est au courant de ça. Les coachs le mentionnent tout le temps. Pendant les réunions, la dernière réunion de l'an passé, c'est sûr qu'ils lui ont dit, écoute, si tu reviens, ça va être important que tu sois capable de bloquer. Ce que Walter Fletcher a fait, et tu le remarques aussi quand tu le vois, il a pris 7 ou 8 livres de muscles. Donc, tu sais, absolument en top shape, mais il voulait faire ça pour s'assurer qu'il est capable d'endurer, d'encaisser des joueurs défensifs pour qu'ils soient prêts à protéger Cody Fajardo avec la ligne à l'attaque et avec le centre arrière. Donc, tu sais, je trouve ça quand même intéressant de voir que Fletcher a pris la saison morte au sérieux et qui a pris 7 ou 8 livres de muscles exactement pour ça. Donc, on va voir. C'est sûr que c'est pas le plus grand. C'est même avec 7 ou 8 livres, tu sais, c'est pas le plus costaud, mais ça pourrait lui aider à encaisser des blocs. Donc, on va voir ce qui va se passer lors des matchs pré-saison ou le premier match pré-saison qui est à domicile le 25 mai contre les Argonauts de Toronto. Mais c'est sûr que Fletcher est prêt pour une bataille, absolument sûr. L'autre qui tu sais, il y a plusieurs joueurs qui m'intéressent, mais Jeshurun Antwi, en 2022, après que William Stanback s'est blessé, c'est lui qui a été le meneur pour les verges au sol. Le premier match de la saison 2022 à Calgary, j'oublierai jamais, il a réussi une course, je pense lors du deuxième quart, une course de comme 70 verges. Il a terminé avec 600 verges pile au sol, mais comme Fletcher l'an passé, parce que Stanback était en pleine forme en 2023, tu sais, Antwi est passé de 106 tentatives de course en 2022 à 39, si je me trompe pas, en 2023. Donc, tu sais, c'est deux gars qui ont été très patients. Pour Antwi, c'est sûr qu'il est un peu moins explosif parce qu'il est plus costaud que Walter Fletcher. Mais lui, hier, je lui ai demandé, tu sais, c'est quoi ta force, l'affaire que tu fais mieux que n'importe qui dans l'alignement. Et lui, il dit, sa force, c'est vraiment être capable d'encaisser des blocs et de bloquer les joueurs adverses. Donc, tu sais, si on s'en souvient l'an passé, si vous allez voir les faits saillants de la Coupe Grey, lors de la dernière séquence à l'attaque, William Stanback s'est blessé à une main ou un poignet ou un bras, je m'en rappelle pas. Et c'est Antwi qui est embarqué sur le terrain et c'est Antwi qui a été capable d'encaisser des blocs pour donner le temps à Fajardo de décocher ses passes à Speaker et la passe à Tyson Philpott pour le toucher de la victoire. Donc, tu sais, Antwi l'a déjà fait. Il a démontré qu'il peut courir avec le ballon et il a démontré qu'il peut bloquer aussi. C'est pas juste la Coupe Grey, il l'a fait tout au long de la saison, des dernières saisons. Donc, j'ai hâte de voir comment ces deux-là, en particulier, vont performer. T'as Sean Thomas Erlington, qui est tout un athlète. Là, je vous dis sincèrement, je pense que c'était soit dimanche ou lundi, mais quand c'est un contre un, lors des 1 contre 1 contre les secondaires, les demi-offensifs vont contre les secondaires et le corps arrière décoche des passes. Écoute, il a réussi un attrapé d'une main, je m'en souviens même pas c'était qui le secondaire, mais c'est absolument incroyable. C'est tout un athlète, ça, et c'est un joueur aussi que je pense, évidemment, joueur local, mais c'est un joueur qui peut courir avec le ballon aussi. Très bon bloqueur, joueur très intelligent. On l'a vu à Hamilton depuis 2017. Donc, lui aussi, il va être un facteur dans l'attaque. Donc, tu sais, j'ai hâte de voir comment tout ça va se dérouler dans le champ arrière.
j'ai mentionné les 2 joueurs qui ont été retranchés, mais il y a un nouveau venu qui est encore là. Il s'appelle Stevie Scott. C'est un joueur de 6 pieds 1, 230 livres. Il y a plus la shape de William Stanback. Donc, c'est le plus gros demi-offensif qui est au camp d'entraînement présentement. Un gars qui est quand même explosif. Et juste en parlant à Dave Jackson hier, il dit, écoute, on voit son gabarit, on sait qu'il est capable de bloquer. Là, c'est juste de lui montrer comment être constant, tu sais, avoir de la constance dans son jeu physique. Et s'il trouve une façon de trouver ce niveau de constance-là, c'est sûr que lui aussi, il pourrait être un facteur, il pourrait être un partant pour cette équipe-là lors de la saison 2024. Mais même, tu sais, on l'a vu, même si on n'est pas partant tout de suite, on peut embarquer sur l'équipe d'entraînement et éventuellement, à cause de blessures ou performances des autres joueurs, on peut embarquer sur le terrain. On l'a vu avec Tyler Snead, par exemple, l'an passé au poste de receveur. Les 5 premiers matchs, il n'a pas joué. Il était sur l'équipe d'entraînement. Tout d'un coup, il joue. Il a son opportunité à Vancouver au mois de juillet. Puis il est jamais ressorti de l'alignement et il a réussi à terminer la saison en force. Donc, l'équipe d'entraînement, l'horaire est tellement chargé pendant la saison que c'est sûr qu'il va y avoir des blessés, c'est sûr qu'il va y avoir des petits bobos. Donc, même si Stevie Scott connaît un bon camp et qu'il se ramasse sur l'équipe d'entraînement, il y a des chances qu'on le voit en 2024. C'est très possible. Là, il y a une mise à jour côté joueur suspendu. Mike Weber Jr., le demi-offensif, l'ancien demi-offensif de Ohio State, les Buckeyes, l'école de Austin Mack. Lui a été suspendu la première semaine du camp d'entraînement, mais de ce qu'on me dit, de ce qu'on a annoncé hier, lui, il devrait arriver au camp d'entraînement aujourd'hui, vendredi. Donc, on n'est pas sûr s'il va être sur le terrain, mais c'est sûr qu'on va le voir sur le terrain aujourd'hui ou dans les prochains jours. Si je me trompe pas, il va porter le numéro 47. Donc, c'est ça qui est ça pour la bataille des demi-offensifs. Ça va être une bataille très intéressante. J'ai vraiment hâte de voir dans une vraie situation de match contre les Argonauts la semaine prochaine ce que ça va donner. Mais je pense que vous allez être vraiment, même pas surpris, mais vous allez être content avec le niveau de jeu de tout le monde. Parce que quand le niveau de jeu est élevé, là, c'est sûr que les joueurs savent, il faut que je sois à mon meilleur à tous les pratiques, à tous les matchs, à toutes les répétitions pour avoir une opportunité de devenir partant. Et je pense que vous allez voir que le niveau de compétition est assez élevé. OK. On va passer à autre chose. Donc, je me suis entretenu avec le joueur de ligne à l'attaque, P.O. Lestage. Et P.O., pour ceux qui ne savent pas, a changé de numéro. Il passe du numéro 68 au numéro 66. Et j'ai commencé cette entrevue par lui demander pourquoi ce changement de numéro. C'est rien de gros en fait là. Ça a juste toujours été mon numéro depuis que j'étais au cégep, l'université aussi. Fait que quand j'ai vu qu'il était disponible, shout-out à Dave Brown. C'est un peu un tribute à Dave Brown aussi, on va pas se mentir, mais dès que j'ai vu qu'il était disponible, c'est sûr que j'aurais aimé ça changer à 66, puis on m'a dit que c'était possible, fait que pourquoi pas. Arrête, c'est pas un tribute à Dave Brown, arrête ça. Je te jure, c'est un tribute à Dave Brown. Ouais, OK. Juste par moi, tu sais, fin de saison l'an passé, t'as pas joué dans les playoffs. C'était quoi la nature on n'a pas besoin d'aller dans les détails, mais tu sais, la blessure, est-ce que c'était vraiment sérieux? Est-ce que ça a pris longtemps ta réhabilitation? Comment ça a fonctionné? Ça a vraiment pas pris de temps. C'était vraiment une blessure que c'était le timing vraiment qui était vraiment plus plate qu'autre chose. Je pense que si c'était arrivé plus tôt dans la saison, ça aurait été une affaire de quelques semaines, je serais retourné au jeu. Mais là, vu que c'était la fin de la saison, on était un petit peu pressé dans le temps pour revenir. Mais non, ça s'est bien passé après la saison. Le rehab s'est bien passé. Ça n'a pas pris trop de temps avant que je me mette à me sentir confortable, tu sais, à squatter lourd, à courir, puis tous ces trucs-là. Fait que non, le rehab, ça s'est super bien passé. En ce moment, je me sens 100% juste content de pouvoir retrouver des boys sur la ligne offensive. Je sais que tu es fier de ton équipe. Tu étais content quand vous avez gagné la Coupe Grey, mais le fait que tu as eu cette expérience-là et que t'as pas joué, est-ce que ça, je sais que you're always hungry, mais est-ce que ça te donne le goût encore plus de revenir en force? C'est sûr, c'est une petite motivation de plus.
Oui, on a gagné l'année passée, puis je suis très content qu'on a gagné. Je sens que oui, j'ai fait partie de cette équipe-là. Oui. Mais c'est sûr que de pas être en uniforme pour le match qui compte le plus, c'est sûr qu'il y a un petit peu de... C'est sûr que j'aimerais ça en gagner une autre, puis d'être présent, puis d'avoir quelque chose à jouer dans ce match-là. Fait que c'est ça, c'est juste une petite motivation de plus cette année que vraiment j'ai envie de gagner ma Coupe Grey, moi aussi. C'est sûr que ça sera le fun. Alors moi, je veux parler une autre question ou deux de l'année passée, mais après j'aimerais passer en 2024. Mais tu sais, on dirait à la mi-saison, il y a quelque chose qui a cliqué pour la ligne à l'attaque et tout fonctionnait. Tu sais, vous avez terminé la saison vraiment extrêmement fort. Qu'est-ce qui a changé l'allure de l'attaque, de la ligne à l'attaque? Je sais que vous recevez beaucoup trop de blâme quand ça va pas bien, c'est pas toujours de votre faute, mais qu'est-ce qui a changé en deuxième moitié de saison? Il y a pas grand-chose qui a changé, je dirais, dans les trucs qu'on fait. C'était vraiment juste de continuer à keep your head down, puis de continuer à faire qu'est-ce qu'on fait, puis de pas trop porter attention à qu'est-ce qui se dit à l'extérieur des murs, des facilities. Fait que c'était vraiment juste de continuer à faire qu'est-ce qu'on fait, travailler sur notre communication, puis on savait que ça allait finir par débloquer un jour, puis que ça allait finir par mieux fonctionner, puis justement on était chanceux que justement ça se passe au bon moment dans la saison, dans le sens que c'est en fin de saison que les matchs comptent le plus, puis je pense qu'on a eu une très bonne ligne à l'attaque dans ces moments-là, fait que heureusement pour ça. Bon, t'as parlé de Dave Brown avant, je suis pas convaincu que c'est un tribute à Dave Brown de 66, mais là il est rendu assistant à Luc Brodeur-Jourdain. C'est-tu bizarre, ça, de passer de coéquipier, puis une couple de mois plus tard, il est rendu ton coach? C'est sûr que en fait, c'est pas bizarre. Moi, je trouve ça vraiment cool de continuer d'avoir Dave. C'est sûr que c'est plate qu'est-ce qui est arrivé à Dave l'année passée. Mais en même temps, il est comme tombé dans une belle situation. Tu sais, juste on est les jours 4 en ce moment, ça fait pas trop longtemps que c'est commencé, puis ça paraît que Dave Brown, c'est ça qu'il veut faire de sa vie, être un coach, s'il jouait pas. Fait que c'est vraiment le fun de le voir. Il est dans son élément. C'est un très bon orateur quand il parle devant tout le monde. C'est un très bon coach. Il donne des bons conseils. C'est un très bon brodois à Luc Brodeur en ce moment. Puis peut-être même qu'un jour, il va être capable de prendre les rênes à lui tout seul. Vraiment très content d'avoir Dave parmi nous, puis qu'il fasse ce qu'il fait. C'est une grosse aide pour nous. C'est quoi la dynamique entre les deux, Luc puis Dave? Parce que tu sais, t'es un petit gars de Saint-Hyacinthe, t'es un gars de London, en Ontario, où il est dans ce coin-là. Tu sais, sont pas pareils, sont très différents, mais c'est ça. C'est sûr que le football, c'est rassembleur. Mais comment est-ce qu'ils travaillent ensemble? Ils travaillent bien ensemble. Je pense que c'est un peu le même vibe que quand il était joueur, sauf que maintenant il est rendu un petit peu coach. Fait que, c'est sûr que des fois il y a des, dans le temps que Dave était un joueur, les joueurs ils parlaient d'une certaine façon. Puis je trouve qu'on est bon dans le sens que oui, faut peut-être le respecter un petit peu plus. C'est sûr, c'est notre entraîneur, mais il y a quand même quelques petites shots qui se lancent à gauche puis à droite. Puis je pense que Dave, c'est un bon joueur là-dedans. Il comprend que, c'est dur pour nous parce qu'on a joué avec. Fait qu'il faut quand même changer passer de joueur à entraîneur. Fait il est quand même bon, c'est un bon joueur là-dedans, puis il est capable d'en prendre un petit peu, mais c'est vraiment le fun d'avoir Dave avec nous encore. J'imagine que Luc a vécu les mêmes affaires après sa carrière. Je pense que il peut l'aider aussi, ce qui est intéressant. Luc Brodeur-Jourdain, la meilleure histoire que tu as, Luc Brodeur-Jourdain, que j'ai jamais entendue auparavant. Man, tu me mets sur le spot. Moi, puis Luc, on est allé au même cégep. Oui, c'est vrai. Saint-Jean, right? Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui. Puis je me souviens quand j'étais à ma première année de cégep, puis il est venu, dans ma tête, Luc Brodeur-Jourdain, c'est le centre partant des Alouettes, wow, le Québécois, puis tout. Fait que c'est sûr que n'importe quel joueur de foot québécois qui est jeune un petit peu regardait Luc puis comment il fait ses affaires. Puis je me souviens une journée qu'on pratiquait à Saint-Jean, il était venu faire un petit peu un speech, de raconter son histoire. À tout le monde, tous les joueurs de notre équipe au cégep. Puis c'était vraiment le fun d'en découvrir un petit peu plus sur lui. Pas mal ça, ma meilleure histoire. C'était vraiment le fun d'en apprendre un petit peu plus sur lui. Puis maintenant, de le côtoyer à chaque jour, c'est vraiment le fun aussi. Mais il n'y a rien de drôle. C'est tout un personnage, ça, là. Ah, mais je sais pas que j'ai le droit de dire, que j'ai pas le droit de dire. Non, t'as le droit de tout dire, là. Ici, c'est le podcast, là. On dit tout. On dit les vérités. Ma meilleure histoire, c'est... tu sais, Luc, il aime ça se déguiser pour le walkthrough. Oh boy, ouais. Il aime vraiment ça se déguiser pour les walkthroughs. Fait qu'il y a toujours, je me souviens, un moment donné, il était déguisé en moi, un moment donné, il était déguisé en Nick Callender. Des fois, il se déguise. Je pense que c'était en fin de saison. Il est arrivé puis
BDSM type approach avec un truc dans la bouche, là. OK, ouais. Vraiment très sexy, mais un petit peu trop révélateur, je vais être bien honnête. Ouais, j'ai plus le goût ben de manger, là, c'est le temps de lunch, mais... tu m'as dit que tout était, c'était all out. Fait non, c'est parfait. Non, on dit la vérité. Te donner un exemple, tu sais, moi, je vais dire la vérité. Je sais que ton grand chum, c'est Justin Lawrence, puis j'ai la permission de parler de ça. Là, cette semaine, on a mis un micro sur Cody Fajardo, puis on s'est aperçu que Cody était pas loin de Justin Lawrence avant une pratique, puis Justin vomissait partout. Puis toi, t'étais là. Puis je pense que tu niaisais, tu criais après en joke, évidemment. Mais toi, est-ce que tu t'es nerveux? Puis comment tu trouves ça, un gars, tu sais, ton centre partant qui vomit avant les games? Est-ce que tu as déjà vu de près Justin Lawrence vomir? Ouais, c'est tout le temps... C'est surprenamment toujours près de moi qui vomit. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est moi qui le fais vomir. Mais non, en fait... c'est sûr que c'est un peu stressant. Je me souviens, mon premier match ici, c'était Sean Jameson, le centre. Puis Sean Jameson aussi, c'est un bon vomisseur avant les matchs. Fait que c'est sûr qu'au début, moi, j'étais comme, ben voyons, mon centre qui vomit comme ça, comme, il est-tu prête? Qu'est-ce qui se passe? Mais ça m'a quand même habitué à Justin, parce que Justin aussi, c'est un peu le même principe. Je pense qu'il est comme nerveux, fait qu'il se met à vomir, ou je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais moi, je suis pas un vomisseur comme ça. Je pense pas que je deviens stressé à un point de vomir, mais je comprends pourquoi il y a certains gars que ça arrive. Puis c'est un peu dégueulasse, mais on fait avec. Mais toi, tu sais, je m'en souviens, tu sais, je te vois sortir du tunnel avant la game, puis t'es un gars différent entre les deux lignes. Là. Comme ici, t'es bien fin, mais tu sais, entre les deux lignes, t'es dans ta bulle, t'es dans ta zone. Est-ce que tu peux me décrire comme le processus? Comment tu te rends là? C'est-tu quand tu te lèves le matin? C'est-tu quand tu conduis vers le stade? Comment est-ce que tu te rends à ce niveau-là? Ou c'est aussi simple que, tu sais, on débarque du terrain puis je suis de même? Je pense que c'est vraiment aussi simple que ça, quand on arrive sur le terrain, s'il y a des fils qui se touchent, comme on dit, là, que j'arrête un peu de penser à n'importe quoi, puis je me concentre vraiment juste sur la tâche qu'on a à faire. Mais non, j'ai jamais vraiment eu de rituel ou des trucs comme ça. C'est sûr que j'étais un peu piqué sur qu'est-ce que je fais, dans le sens que j'aime ça faire les trucs de la même façon on game days, mais c'est rien de c'est quoi ta routine, mettons? Mettons on the road. Vas-y. Moi puis J-Lo, mais souvent on chambre ensemble, fait qu'on va aller chercher toujours un café au Starbucks. Okay. Puis après ça, on s'en va au Tim Hortons. Puis c'est toujours la même commande. Muffin, explosion de fruits, wrap matin du travailleur avec un hash brown à côté. Puis non, pas de café parce qu'on a déjà un café Starbucks. Fait que c'est toujours ça la commande chaque fois qu'on est on the road. Every game. Puis après ça, c'est vraiment juste de, tu sais, mettons, quand t'arrives dans le bas, juste écouter de la petite musique tranquille. Après ça, on arrive au stade, mais souvent, je vais prendre une marche avec mon café autour du terrain, tranquille, mais rien d'extrême, je pense. Ah, c'est le fun, ça. Mais ça, c'est du diva culture. Ça, je m'attendais à des receveurs, tu sais, qui vont au Starbucks pour leur café, puis qui vont déjeuner à Tim Hortons. Le café à Tim Hortons, ça t'intéresse point? Moi, je pense que tu juges les gens un petit peu trop. Ah oui, tu trouves? C'est quoi ta commande chez Starbucks? C'est J-Lo. C'est de la crème fouettée? Non, non, calme-toi, là. Ben là, je sais pas. c'est la commande à J-Lo, en fait. Un moment donné, j'avais goûté à son café, puis il était vraiment bon. Il appelait ça un Boast, un brown sugar. En tout cas, quelque chose comme ça. Ça s'appelle BOSC, quelque chose comme ça. OK, mais t'as goûté à son café avant qu'il vomisse, right? Pas après? Ça va rester entre moi et lui. Wow, OK. Je sais pas où continuer avec ça. Merci, P.O., pour le temps. Puis bonne saison. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Merci encore une fois à P.O. Lestage, qui a été assez gentil pour prendre un bon 10 minutes pour nous. Écoute, les joueurs, là, le camp d'entraînement, leur horaire est extrêmement chargé. Donc, on apprécie chaque fois qu'un joueur prenne le temps pour embarquer sur le balado. OK, c'est tout pour cet épisode du podcast. J'aimerais juste souligner le fait que on va avoir du football dans un peu plus d'une semaine, samedi le 25 mai. Achetez vos billets, gohousego.com pour le premier match de la pré-saison, ou peut-être vous voulez vous procurer des billets de saison. C'est le temps, là. C'est le temps d'acheter vos billets parce que les Alouettes sont de retour au terrain et vous voulez pas manquer aucune seconde de l'action. Merci tout le monde. Passez une bonne fin de semaine.